Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous regarder. Vous êtes sur Tatibi. Bienvenue dans cette grande édition de nos informations. Le budget pour l'organisation des élections locales sur un besoin de 300 milliards exprimé par la CENI, seulement un peu plus de 100 milliards pourraient être disponibles. C'est du moins ce qui ressort de l'adoption de la loi de finances rectificative 2017, ce qui met du coup en doute le respect de l'avant-projet de chronogramme présenté hier au comité de suivi par la CENI. Mais pour le Premier ministre et le président du CNOX, l'espoir est toujours permis avec une bonne foi bien sûr. Daouda Mohamed Kamara, décryptage. Si d'un côté l'on peut se réjouir du retour de la Commission électorale nationale indépendante dans les débats du comité de suivi des accords du 12 octobre 2016, cependant les inquiétudes se situent au niveau de la loi de finances rectificative adoptée lundi par les députés. Sur un besoin de 300 milliards de francs guinéens, le budget ne peut supporter que 100 milliards. Mais pour le Premier ministre chef du gouvernement, les possibilités peuvent être trouvées ailleurs. Le comité de suivi comprend aussi bien les représentants du gouvernement, mais des partis et des partenaires font partie de ceux qui aussi financent avec nous les élections. Donc nous allons poursuivre cette discussion en fonction du consensus qui va se dégager. Je vous dis aujourd'hui qu'il y a un cadre qui est mis en place pour présenter ces arguments et discuter avec les autres partis. Pour le président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, les 100 milliards sont certes insuffisants, mais pas pour autant que le processus ne démarre pas. L'élément important, la CENI a eu le courage de présenter son chronogramme dans ses grandes articulations sur 120 jours. J'ai trouvé qu'il y a des délais qui sont incompressibles et des délais compressibles. Tout chronogramme, c'est ça. Mais la contrainte majeure, c'est la contrainte financière. Si on veut aller aux élections en décembre, même si c'est le 31 décembre de 2017, il faut que les fonds soient mis à disposition. Je ne dirais pas qu'il faut que les 300 milliards ou les 400 milliards des 300 milliards soient mobilisés aujourd'hui pour aller aux élections. Ce n'est pas ça. Mais les 120 milliards, je ne connais pas le chiffre exact, qui sont mobilisés, peuvent servir à exécuter des opérations qui peuvent nous aider à aller vers les élections locales. Donc, il ne faut pas que le montant annoncé soit un obstacle à tout rêve de tenue d'élections locales. Ça, c'est une mauvaise manière de communiquer. L'exécution des tâches pouvant progressivement se suivre, le président du CNOX propose ainsi que sollicitations soient faites aux partenaires techniques et financiers pour certaines. Par exemple, la sensibilisation. Les PTF peuvent décider de financer la sensibilisation, même si les fonds ne passent pas dans la caisse de la CENI. Certains peuvent décider de donner du matériel, même si l'argent ne passe pas dans les mains de la CENI. Bref, s'il y a une bonne volonté politique d'aller aux élections, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Mais s'il y a des agendas cachés, les uns ont peur d'aller aux élections locales parce qu'il y a une phobie des candidatures indépendantes qui est créée. Et que vous soutenez aussi. Farouchement. Appui des partenaires ou pas, nul pour l'instant ne peut dire avec exactitude si les élections locales se tiendront ou non en 2017. Les députés ont bouclé ce mardi à l'hémicycle les travaux de la session extraordinaire axée sur l'examen de la loi des finances rectificative 2017, des travaux qui ont permis aussi l'adoption d'un certain nombre d'accords qui n'étaient pas pris en compte par le décret de convocation, une session extraordinaire qui n'a pas également connu le débat d'orientation budgétaire comme le prévoyait la procédure d'urgence. Oumar Sow pour le compte-rendu. C'est une session extraordinaire qui a duré 2 semaines. Selon le ministre conseiller chargé des relations avec les institutions, elle s'est ouverte sur un climat de sérénité, bien qu'elle a enregistré quelques flottements. Des flottements dus aux activités religieuses dans le pays durant la période. Cependant, d'après Mohamed Lamine Fofana, cela n'a pas empêché le déroulement des travaux qui ont permis d'aboutir à un consensus. Un climat d'entente qui a permis l'adoption définitive de la loi des finances rectificatives de la séance précédente. À cela, il faut noter l'examen et l'adoption par les parlementaires d'un certain nombre de textes qui n'étaient pas prévus par le décret d'exhortation. Ce sont, entre autres, l'accord de prêt du fonds cohésien relatif à la réhabilitation de la route Béguédou-Kodembadou,
l'accord de financement de l'IDA relatif au financement supplémentaire pour la gouvernance économique, l'accord de financement de l'IDA relatif au projet urbain d'adduction d'eau à Conakry, l'avenant numéro 1 des conventions de la compagnie des bauxites de Kinya, CBK, et de la compagnie des bauxites de Djanjan, COPAG, signé entre la République de Guinée et la société Ruski Alumini Management Russal pour l'exploitation des gisements des bauxites de Kinya et de Djanjan. C'est une session extraordinaire à l'issue de laquelle les députés voulaient saisir l'occasion pour programmer la tenue du premier débat d'orientation budgétaire conformément à la loi organique relative à celle des finances. Mais malheureusement, ce point n'a pas pu être abordé au cours de la dite session, un non-lieu que le président de l'Assemblée nationale justifie. Ce report s'explique tout simplement par le fait que les hypothèses de croissance économique et les priorités de développement économique et social de notre pays pour les 3 prochaines années doivent être partagées avec nos principaux partenaires techniques et financiers auxquels le gouvernement guinéen a demandé de soutenir un nouveau programme économique et financier dont la négociation est en cours avec le Fonds monétaire international. Ces hypothèses de croissance reposent sur un produit intérieur brut récemment revu à la hausse suite aux améliorations ces dernières années des principaux agrégats macroéconomiques du pays. En dépit des efforts fournis par le gouvernement guinéen, le président du législatif se félicite du récent succès diplomatique en Chine avec la signature d'un financement à hauteur de 20 milliards US. Selon la mission, 3 milliards de ce montant est décaissable pour la réalisation des infrastructures sociales de base. Par ailleurs, l'honorable Claude Korikondiano s'est réjoui de la prise en compte dans le portefeuille de projet pour la construction du siège du Parlement répondant aux normes internationales. Le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP en deuil, l'ancien député honorable Jérôme Théa a tiré sa révérence le 31 août dernier à Dakar des suites de maladie. Ce mardi, famille, collaborateurs et amis lui ont rendu un dernier hommage avant de rejoindre sa dernière demeure. Bontora Biketa. Arraché à l'affection des siens le 31 août dernier, feu honorable Jérôme Théa fut un militant des premières heures du PUP, Parti de l'Unité et du Progrès. Ancien premier secrétaire général du Comité national des jeunes du dit parti, Jérôme Théa a consacré toute sa vie au rayonnement du PUP. Ceux qui l'ont connu et côtoyé au sein du parti s'en souviennent encore. Nous voici réunis ce jour 12 septembre 2017 au chevet de la dépouille mortelle d'un grand, brave, digne militant fondateur du PUP, honorable Jérôme Théa. Nous nous souvenons et nous nous souviendrons pour toujours de ton aimabilité et de ton courage à défendre les idéaux de paix, d'unité et de démocratie de notre regretté président général Lansana Conté, père fondateur du multipartisme et artisan d'un état de droit. Nous nous souviendrons également, durant les moments d'implantation du PUP, la jeunesse t'a donné l'étendard de la jeunesse du PUP en votant pour toi, comme premier secrétaire général du Comité national des jeunes le 27 août 1993 à Farana. Engagé, dévoué et audacieux, ses amis de promotion devant sa dépouille mortelle saluent encore le courage qui a caractérisé cet homme tout au long de sa vie. Jérôme Théa, qui est là aujourd'hui, nous a montré qu'un jeune pouvait s'engager dans la politique. Je crois qu'il est le premier forestier à avoir eu l'audace de rentrer en politique et d'avancer comme mon professeur l'a dit tout à l'heure. Au nom donc de tous nos amis de CR de Bouiké, je voulais présenter à la famille de Jérôme toutes nos condoléances.
Né en 1957 à Lola, Jérôme Théa nous quitte à l'âge de 60 ans et laisse derrière lui une veuve et 9 enfants. L'envahissement de la hauteur et des flancs de montagne par des citoyens de la commune de Koya inquiète les autorités gouvernementales. C'est dans cette optique que le département de la ville et de l'aménagement du territoire, accompagné des cadres de l'environnement et du haut commandement de la gendarmerie nationale, multiplie ses visites sur le terrain. Après avoir visité lundi certains sites à Koya, le ministre promet de dégager les occupants de ces chaînes de montagne afin d'éviter les catastrophes. Reportage Aïssata Foufana. Le gouvernement, dans sa mission de sécurisation de la population et de ses biens, a entamé une vaste opération de recensement des constructions sur les hauteurs et pieds de montagne. Dans la préfecture de Koya, par exemple, de loin, l'on peut apercevoir des chaînes d'habitation sur des altitudes. Pour mettre un terme à cette façon d'agir des citoyens, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire entend prendre des dispositions, des mesures qui visent à prévenir des situations de déforestation au niveau de ces zones. Le plus grave, selon Dr Ibrahima Kourouma, est le risque de danger auquel s'exposent les habitants de ces maisons. Mais je voudrais ici profiter aussi de cette occasion pour rassurer la population que nous allons prendre toutes les dispositions pour que ceux aujourd'hui qui sont installés de façon, je ne dirais même pas illicite, de façon dramatique sur ces collines et sur ces montagnes ou sur les flancs des montagnes, nous allons prendre toutes les dispositions pour les dégager. La visite a également conduit sur le site situé entre Dubreka et Koya, une zone appelée Dubreka Kindiadi et à Koya 43. La première action, les autorités ont cherché à démasquer l'auteur de l'ouverture d'une route sur la montagne. Devant ces interrogations, Abdoulaye Tano Diallo, l'aménagiste qui s'est auto-désigné, a aussitôt été mis à la disposition de la gendarmerie. Surpris de l'envahissement et inquiet des risques que pourraient courir les occupants, le préfet de Koya dit n'avoir jamais fréquenté ce site auparavant. Aujourd'hui que je viens, je dis que c'est un haut risque d'habiter ici, parce que c'est une zone hautement stratégique mais hautement dangereuse pour en tout cas la vie humaine. À l'intention des particuliers qui sont venus faire des lotissements sans aucun ordre de mission, le ministre entend tout mettre en œuvre pour que les auteurs répondent devant les autorités. Toute personne au niveau de l'administration qui serait impliquée dans cette façon de vouloir dévier, de faire des pratiques déviantes dans ce cadre-là, vont naturellement répondre. Nous, de façon administrative, nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut. Nous allons extirper du lot de nos responsables, tous ceux qui sont impliqués là-dedans. Depuis l'entame de cette action, le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire est toujours accompagné par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Une manière, selon le général Ibrahima Baldé, d'assister ces différents départements à travers leurs services techniques dans le cadre de la sécurisation des opérations. Une mission de la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau, Afrique de l'Ouest, est à Conakry depuis quelques jours. Cette délégation a eu à rencontrer des acteurs de la société civile guinéenne pour échanger sur plusieurs questions liées au développement de la sous-région. La convergence globale des luttes pour la terre et l'eau compte amener les peuples noirs à prendre leur destin en main pour le progrès de l'Afrique. Ça, Alou Yombono. En Afrique de l'Ouest, plus de 70% de la population vit de l'agriculture familiale paysanne, une activité qui permet de nourrir 80% des pays de cette sous-région. Comment faire pour permettre à ces paysans de vivre mieux du fruit de leur effort? C'est la principale question à laquelle la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau tente de répondre dans un continent où les populations continuent à attendre une aide alimentaire en dépit du potentiel agricole dont elles disposent. Pour cette convergence, la nécessité de s'unir s'impose à toutes les composantes de la société civile ouest-africaine pour changer la donne. Nous nous disons oui, on a beaucoup critiqué nos politiques, dire que bon, il n'y a pas de panafricain, il n'y a pas d'union africaine, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais nous, en notre sein aussi, on est fragmenté, divisé au sein des différentes thématiques, et personne d'entre nous n'a pu faire concrètement avancer son domaine de lutte. Il faut que nous-mêmes, nous arrivons à faire des propositions concrètes de développement de nos propres préoccupations. L'autre, il a été à l'université, il travaille avec le document des Occidentaux, c'est lui qui part à ta place. Non, il ne peut pas connaître les problèmes réels parce qu'il ne le vit pas. Nous, on le vit.
Et si on le vit, on doit se mettre ensemble et être capable maintenant de le proposer. Donc c'est ce qui nous a amené après, maintenant on dit qu'il faut faire des activités qui peuvent prendre tous les pays ensemble, mais il faut que la convergence soit appuyée sur des mouvements de lutte, débat et les plateformes des pays. Au dire de Massa Koné, un des membres de cette convergence, cette union doit aussi engendrer une prise de conscience sur les dangers auxquels le monde agricole fait face de nos jours en Afrique de l'Ouest. Il faut qu'ils prennent conscience de notre allure d'agriculture d'aujourd'hui. Avec les produits chimiques, les pesticides et tout, qu'ils les prennent parce que nos parents n'ont pas conscience à ça. Je suis fils de paysans, nos pères ils n'ont pas conscience à ça. C'est à nous maintenant de leur donner de les expliquer, qu'ils comprennent que nous sommes en danger, qu'ils comprennent tout ce qu'on fait. Oui, aujourd'hui quand même, à la place de là où on peut avoir 5 tonnes pendant 100 ans, on peut avoir 100 tonnes pendant 1 an. Et après, pendant 10 ans, est-ce qu'on peut avoir les mêmes trucs? Et ça aussi, les lobbies qui sont derrière tout ça, l'enjeu qui est derrière tout ça, c'est pour que toi tu t'endettes chaque fois pour payer ces produits chimiques. Les acteurs de la société civile guinéenne, eux, se félicitent de cette visite qu'ils considèrent comme un rêve réalisé. La rencontre d'aujourd'hui a été un rêve réalisé par la partie guinéenne, parce que vous ne restez pas sans savoir qu'il y a une multitude de plateformes. Les grandes leçons, c'est qu'il est nécessaire que toutes les organisations de la société civile guinéenne convergent pour défendre une cause commune, idéale et noble, c'est la cause paysanne. La deuxième leçon, quand on est dans la société civile, je dirais activiste de la société civile, il faut être au-dessus de la mêlée, de ne pas faire le paquet ethnique, politique ou partisan pour résoudre les problèmes qui nous guettent. Est-ce un pas vers une réelle révolution africaine? Le combat engagé sous-entend tout de même une lutte pour une autonomisation de l'Afrique dans toutes ses dimensions. En reconnaissance des actions du président de la République, les populations de Sigiri et environnants ont organisé des activités culturelles et sportives au lendemain de la fête de Tabaski à Tigimbiri et Somobu, Niger par exemple. C'est une course aux pirogues qui a été effectuée, une manifestation sportive qui a réuni plusieurs spectateurs et hautes personnalités venues de Conakry. Reportage Soirée Boubacar. C'est la renaissance de la course au pirogue en Guinée. Ce sport a connu ce début au lendemain de l'accession de la Guinée à son indépendance à Sigiri. Durant le premier régime, ces villageois se réunissaient à chaque fête pour compétir sur le fleuve Niger, appelé communément par les riverains Djoliba. Une manifestation culturelle qui est une véritable rencontre intergénérationnelle. Regroupant des personnes de tout âge, chacun y trouve son plaisir. La reprise de cette course interrompue il y a quelques années augure une réelle satisfaction au sein de cette communauté. C'est d'abord la joie par rapport à un retour aux sources, parce que les courses de pirogues ont été interrompues depuis une trentaine d'années et je suis très heureux que les populations de Tigri aient pensé à nous faire vivre cet événement majeur et j'espère que chaque année ça va être un événement qui va continuer. Sous les applaudissements des supporters mélangés au son du tam-tam, hommes et femmes démontrent leur savoir-faire en matière de pirogue sur une distance estimée de 1 km. Les Somolons, comme on les appelle en langue du terroir, principal compétiteurs, se plaignent de la non-assistance des autorités afin de rehausser le niveau de la compétition. Le premier régime venait assister les pêcheurs en chaque année. En chaque année nouvelle, on leur ravitaillait beaucoup de choses. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun essayait de trouver ses gilets de sauvetage de sa manière. Donc le nombre, et par rapport à notre capacité économique d'aujourd'hui, cela ne nous permet pas d'aller acheter des gilets de sauvetage. On n'en trouve même pas dans le marché. Un appel qui semble être entendu par les ressortissants de Sigiri qui entend faire un plaidoyer à tous les niveaux pour la prospérité de ce sport. C'est de faire un plaidoyer auprès de toutes les autorités politiques du pays. Comme vous l'avez constaté, les conseillers du président de la République étaient heureusement présents avec nous ici. Et nous allons faire un plaidoyer au niveau du ministère de la Culture, au niveau de la présidente de la République, pour pérenniser cet événement, parce que si nous ne faisons pas un retour aux sources, le développement ne sera pas une réalité pour nous. Cette course a été organisée
organisé en guise de remerciement au professeur Alpha Condé pour les actions de développement qu'il mène dans cette préfecture et particulièrement dans les différents villages. Les enseignants-chercheurs pourront-ils aller au bout de leurs revendications? Les rangs semblent se disperser. Un groupe se désolidarise et dit vouloir agir dans l'intérêt de tous. Un seul point serait à l'origine de cette discorde. Il s'agit de celui qui, parlant de l'augmentation de la prime des assistants, pour cet autre groupe d'enseignants assistants, l'augmentation de la prime ou l'annulation de l'arrêté du ministre Yero Baldé n'est pas la solution au problème. Samba Kamara est le président du collectif des enseignants, chercheurs et diplômés à l'appui des réformes. Suivez. Nous sommes ce collectif d'enseignants, chercheurs et diplômés pour l'appui à ces réformes engagées au ministère de l'Enseignement supérieur. Nous sommes divisés autour d'un point, au point d'augmentation de la prime. Nos collègues pensent que obligatoirement il nous faut une prime de 5 millions ou bien il faut annuler l'arrêté. Nous pensons que ce n'est pas une solution. Dès l'instant, nous pouvons avoir les garanties de la formation. Il faut aller vers l'excellence parce que personne n'est né avec un doctorat. Personne. On peut l'obtenir au courant de la vie. On peut se battre pour obtenir ce doctorat. Dès l'instant que nous pouvons avoir les garanties de la formation, on peut mettre de côté l'argent et voir l'avenir. C'est vrai, on le comprend bien parce que certains ne peuvent pas prétendre obtenir parce que peut-être ils sont frappés par l'âge. Nous ne les oublions pas. Mais attention, mettons en avant le pays. L'arrêté a été publié, on s'est retrouvés avec eux. On a mis en place cette commission pour aller rencontrer le ministre. Quand ils ont rencontré le ministre, ils ont fait une démarche biaisée qu'on ne les a pas demandé. À leur retour, ils ont fait un compte rendu biaisé. Ils ne nous ont pas donné la vraie version, la version que le ministre a fait. Ils l'ont enregistré. C'est pas normal. Mais quand ils l'ont enregistré, ils devaient avoir le courage de nous faire écouter cette version, les propositions du ministre. Ils ne l'ont pas fait. On a compris que derrière, il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Et nous le demandons vraiment de sortir dans ce carcan-là. Ça ne peut pas aller. Parce que quoi que tu fasses, en tournant derrière les buissons, un jour, tu seras vu au lever du soleil. À Saint-Martin, le chef de l'État Emmanuel Macron est attendu de pied ferme par des sinistrés qui dénoncent impérativement l'État, le manque d'aide, la légèreté et des secours face à la crise. Des sinistrés qui doivent prendre leur mal en patience alors qu'ils veulent pour la plupart quitter le paradis qui s'est transformé en enfer. Regardez. Pour quitter Saint-Martin, l'attente est longue. Interminable même au goût de ces centaines de personnes. Pour patienter, les plus chanceux trouvent un peu d'ombre sous les roues d'un blindé. Mais la plupart sont éprouvés aux portes de l'aéroport. Regardez bien dans quel état nous sommes là, vous voyez? Au soleil, depuis 6 heures. Il y a des enfants qui sont là depuis 7 heures du matin. Il y a des femmes enceintes. Ils leur ont donné des bananes, une bouteille d'eau. Vous trouvez ça normal? Écoutez, en fait, j'ai une femme qui est enceinte. On est là depuis ce matin, on n'a rien mangé. Voilà, et j'ai mon enfant de 6 mois. Elle est malade. Donc du coup, écoutez, mais qu'est-ce qu'on fait là? Les rotations des avions ne suffisent pas encore à évacuer tous ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin. Comme cette femme de 80 ans, déboussolée. J'ai perdu mes 2 chiens et la maison où j'habitais. C'est une honte, franchement, nous laisser comme ça, comme des animaux, c'est la honte, quoi. Franchement, la honte pour la France, la honte suprême. Aucune organisation, c'est zéro. Excédés, certains décident alors de forcer le passage aux gendarmes pour tenter de rejoindre le tarmac. On s'en va, on en a marre, on attend depuis 7h du matin. C'est pas possible, moi j'ai des enfants, je suis aussi prioritaire. Il y a plein de personnes qui n'ont pas d'enfants qui sont partis ce matin. Ça ne peut plus durer. Mais est-ce que c'est respecté ce que vous avez dit? Oui ou non? Numéro 136, je suis arrivé à 7h30 ce matin, on est toujours là, je sais pas quelle heure il est, mais les gosses ils ont pas mangé. Depuis ce matin on pète les plombs, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Et la visite annoncée du président Macron ne semble pas apaiser tous les esprits. Qu'est-ce qu'il va faire ici le Macron? Qu'est-ce qu'il va venir faire là? Faut arrêter qu'ils viennent pas. C'est même pas la peine, faut pas qu'ils viennent. C'est difficile à gérer là. C'est une situation qui est compliquée parce que les gens
sont stressés, ils sont fatigués, il y a la chaleur, donc effectivement, il faut les comprendre. Il y a très peu apparemment d'avions qui décollent et qui atterrissent, donc... Vous manquez de moyens là? Je peux pas vous dire ça, j'en sais absolument rien. Si on manque de moyens, la situation est catastrophique, donc on fait comme on peut. Dans le centre-ville de Lille, les forces et les moyens de l'État sont présents et bien visibles. La venue du chef de l'État suscite d'ailleurs beaucoup d'espoir chez cet homme. Bon, il va apaiser les gens, mais j'espère aussi qu'il amène des mesures, qu'il dira du positif. Parce que les gens ont besoin de positif, parce que les gens sont cassés dans leur tête. Ils sont traumatisés, ils sont hagards, d'accord? Avec pour tous le même souhait, celui de ne pas être oublié. Et toujours au chapitre Irma, tout aussi dévastateur que l'ouragan, la désinformation, toutes sortes de rumeurs, toutes sortes de bruits après le passage du cyclone. Mais qui faut-il croire? Suivez. Y a-t-il des requins qui rôdent dans les rues des villes inondées après le passage du cyclone Irma? Aussi farfelue soit-elle, l'idée est colportée sur Internet avec ce genre d'images qui semble tirer d'une chaîne d'information. En fait, il s'agit d'un grossier montage réalisé grâce à ce site de fabrication de fausses coupes. Autre exemple, dans cette prison de Saint-Martin, où il y aurait eu une soi-disant évasion de centaines de détenus, selon une rumeur persistante. C'est totalement faux, d'après l'enquête du journaliste qui s'est rendu sur place pour démêler le vrai du faux. À propos de cette prétendue évasion, vous en dites quoi? C'est un mensonge. C'est pas vrai? Personne ne s'est échappé. Gare aux fausses informations, car les réseaux sociaux servent de caisse de résonance. Alors non, il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs d'Air France. Non, le prix de l'eau minérale en bouteille n'a pas explosé. Et non, la préfète n'a pas fui l'île. Lors des situations de crise et que les communications sont coupées, une association de bénévoles se mobilise sur Internet pour faire la chasse aux fausses informations. On a tout vu, on a tout entendu aussi là-dessus. Et que, hélas, ça fait partie, plus l'événement est important, plus il est facile de glisser, entre guillemets, de la fausse information pour déstabiliser les personnes, pour créer de l'angoisse, etc. Voilà. Les conseils qu'on donne de manière systématique, ce sont suivre les comptes officiels et la communication qui en est faite, que ce soit des comptes préfectoraux, d'organismes officiels, gendarmerie, etc. Prendre du recul sur une information qui arrive et pas la prendre, de dire « Ok, cette information arrive, elle est vraie ». Même le bilan des victimes est sujet à caution. Officiellement, on dénombre au moins 10 tués et 7 disparus dans les îles françaises, 4 dans la partie néerlandaise. Au total, après le passage d'Irma, une quarantaine de personnes sont mortes dans toutes les Caraïbes. Et pour être complet dans le dossier Irma, direction la Floride, le Key West lui aussi a été frappé de plein fouet par l'ouragan, balayé, dévasté, inondé, mais peut-être pas autant que le redoutaient les spécialistes. Regardez. Les habitants de Key West épuisés et exaspérés. Pour des raisons de sécurité, les autorités refusent pour l'instant de les laisser rentrer chez eux. De toute façon, il n'y a pas d'essence pour aller où que ce soit. Là, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Il y a bien quelqu'un ici qui peut nous renseigner. Ce chapelet d'îles est finalement la zone la plus touchée par le passage de l'ouragan. Plus au nord de la Floride, Irma a bien sûr causé beaucoup d'inondations, mais ce n'est pas le scénario catastrophe redouté. Un peu d'insouciance après la grande frayeur. Les sacro-saints barbecues retrouvent leur place. On est de retour pour voir ce qui est encore debout et ce n'est pas aussi terrible que ce que l'on craignait. Cela n'empêche pas les autorités de poursuivre les évacuations. À Orlando, par exemple, impossible de laisser les gens dans ces maisons, sans eau potable, sans électricité. Sur certaines pelouses, quelques habitants hagards devant leur domicile. Dégâts estimés entre 20 et 40 milliards de dollars, loin des 65 milliards prévus initialement.
Scélérate, voilà comment Pyongyang vient de qualifier les sanctions de l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité un nouveau train de sanctions, le 8e contre la Corée du Nord, capable d'essais nucléaires non autorisés. Des sanctions, oui, mais pas aussi sévères que voulait Washington. Après négociation avec la Russie et la Chine, eh bien, les États-Unis ont mis un peu d'eau dans leur vin. Suivez. C'est un vote unanime et une image forte renvoyée à la Corée du Nord. À l'unisson, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU viennent de voter une nouvelle batterie de sanctions, bien déterminée à punir Pyongyang quelques jours après son essai nucléaire. Aujourd'hui, nous affirmons que nous n'accepterons jamais une Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire. Et nous disons que si la Corée du Nord n'abandonne pas son projet nucléaire, nous l'arrêterons par nos propres moyens. Des sanctions pourtant à minima contre la Corée du Nord. Le texte élaboré par Washington est moins offensif que prévu, sous la pression de la Russie et de la Chine. La résolution va garantir le maintien de la paix dans la péninsule coréenne, en utilisant des moyens politiques, diplomatiques et pacifiques. Embargo sur le gaz naturel, limitation de la vente de pétrole, interdiction totale d'exporter du textile, autant de sanctions pour tenter de faire fléchir Pyongyang sur la question du nucléaire. Cette nouvelle résolution fera baisser encore un peu plus le nombre de camions sur le pont de l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord. Mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de ce journal. Merci à tous ceux qui nous suivent et restez connectés pour la suite des programmes. Bonsoir chez vous.